nouveau jour se lève sur le pays et nous sommes au rendez-vous pour vous procurer la bonne humeur, la bonne information et surtout l'ambiance qui donne l'énergie matinale. Vous êtes bel et bien sur Nopiden, mesdames, messieurs. Bonjour. Jennifer Sativi, bonjour. Bonjour Alain Sotoumé, comment allez-vous ce beau matin? Ah, ça va super bien, tranquille. Et de votre côté? Je vais bien également. J'espère également que les téléspectateurs se portent bien. Nous, en tout cas, nous sommes en place. Et comme Alain l'a dit, pour vous accompagner pendant 90 minutes de bonne humeur, d'échange d'informations. Et évidemment, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet dans lequel tout le monde va se retrouver, Alain. Absolument, mesdames, messieurs, lorsque les fêtes de fin d'année arrivent, c'est comme si les artisans et surtout nos couturiers et couturières se passent le mot de ne pas honorer leur engagement vis-à-vis de ceux qui leur commandent des habits pour fêter. Qu'est-ce qui peut expliquer le faux bond que l'on note souvent au niveau de nos chers artisans? Voilà qui sera le plat de résistance de ce matin, Jennifer. Absolument. Il n'y a pas que les couturiers, vous l'avez dit surtout, ils sont réputés pour ça, mais il y a bien d'autres. En tout cas, Alain, ils vont s'expliquer. On a envie de comprendre et nous les aurons sur ce plateau, évidemment, avec les représentants des clients que nous sommes. Eh bien, mesdames, messieurs, avant de retrouver le plat de résistance, vous savez bien que nous faisons un tour pour découvrir notre pays. Ensuite, on aura les autres rubriques telles que prénoms africains, us et coutumes et tout ce qui meuble cette émission. Alors, on va démarrer en faisant donc un clin d'œil à notre cher pays, le Bénin. L'espace humour sur votre matinale tient bien une belle place par ici. Et ce matin, nous avons envie de vous faire découvrir, de vous faire savoir quel est le signe zodiaque de certaines personnes. Ce sera avec notre ami. Avec notre ami Pipio Barro, plus précisément le signe zodiaque de ceux qui sont nés en juillet. Vous n'êtes pas né en juillet, Alain? Non, vous le savez très bien, évidemment. Je suis pas né en juillet. Allez, mesdames, messieurs, voici donc l'espace humour. C'est Madame Oléry. Oui, moi je vous souhaite longue vie. Amen, amen. Parce que vraiment, je suis fort. Je suis pas né. Et ils m'ont fabriqué. Ah, vous êtes. Je ne suis pas un homme. Ils m'ont fabriqué. Ah, vraiment, vous descendant êtes de Dieu. Moi, je suis né en mois du juillet. Juillet, oui. Juillet. Juillet. 29 juillet. 29 juillet. Vous êtes parapluie. Et non? Oui, parapluie. Vous êtes parapluie. Signe parapluie. Ça veut dire quoi? C'est un bon signe. Merci. Mais il y a médias au coup d'eau. Les signes parapluie, il préfère, s'il a 1000 francs dans sa poche, il préfère donner ça à l'autre et dormir à jeun. Monsieur, j'ai pas beaucoup d'argent. Merci. Il aime faire ça. Il est prêt à donner tout ce qu'il a aux autres. Et lui, il va rester comme ça. Vous êtes génie. Parce que, belle épreuve, si vous avez coupé votre tête pour préparer ça à quelqu'un d'autre, après avoir fini ça, vous êtes méprisé par la personne. Vous voyez, non? Même on ne vous considère plus. C'est comme ça. Et voilà! Parce que la parapluie, quand il y a la pluie, c'est la parapluie. C'est lui qui subit les conséquences de l'eau. Et la personne qui est dessous là, la pluie ne peut pas le frapper. C'est lui qui a protégé l'autre de ne pas être mouillé. Mais lui aussi, il est en train de mouiller. Oui. Hein? Après la pluie, on jette. On ne sait pas là où même on a mis la parapluie. C'est quand d'autres pluies a commencé, et ils vont dire, fini à gazer pour appuyer l'eau. Donc c'est comme ça, votre vie. La soleil, c'est lui qui c'est la parapluie qui va protéger l'autre. L'autre est dans l'ombre. C'est lui qui subit la chaleur.
Monsieur, et après on le jette. Je peux changer maintenant. Là où vous êtes maintenant, nous m'avons bleu, mais n'a pas de chocolat. Mais il y a donc des bois, si mi tombe. Et mi donne des, mais il y a donc des bois chocolat. Bon, mais quand ça va d'agbe mais des bois, donc mi va d'agbe cacao. Et là on sait monsieur quoi comme là on joto. Mais comprends tiens. Mais là mi bleu il y a quelqu'un à le goudou pé. Monsieur, mais Dieu va vous bénir. En donnant l'autre pour rester comme ça, c'est Dieu qui va vous bénir. Monsieur, on va vous changer ça. Si vous voulez, mais à deux fins pas. Je peux avoir votre contact. Contact, il n'y a pas de problème. C'est 00 00 oui. 00 00 encore 4 et 6 0 6 0 et 95 à la fin. Ah, le numéro vrai. Oui, c'est ça. 6 0 6 0 et 95 à la fin. Okay, appelez-moi seulement, madame. Donc, à jeudi. À jeudi. On va changer. D'accord. Okay, merci. Donc, maintenant, mon tour pour qu'on monsieur, si mi tourne moi, monsieur, merci à vous. Vous voyez ça? Elle a des sérieux problèmes, oui. Elle a des problèmes, le frère dit, Yamé, non. Je crois que Pipi Obaro allait créer ces signes astrologiques à lui. Parapluie, je n'ai jamais entendu ça. Non, vous venez de découvrir. Hein? Non, ce qui est sûr, ceux qui sont nés en juillet, qui nous suivent, savent qu'ils ne sont pas de signes parapluie. Non, ils ne le sont pas. Ça, à moins d'être, d'aller consulter l'astrologue. Pipi Obaro. Allez, mesdames, messieurs, on va enchaîner avec de la bonne musique. Vous le savez très bien, nous allons ce matin rendre hommage à un grand nom de la musique béninoise qui nous a quittés il y a quelques jours seulement. L'homme, toute sa vie durant, aura apporté sa touche particulière à la richesse rythmique, à la culture, à la musique béninoise. Je veux parler de Janvier Denagan Ronfort qui a cassé donc la pipe. Les œuvres de l'artiste subsistent toujours après sa disparition, n'est-ce pas, Jennifer? Absolument, et justement, nous allons lui rendre un bel hommage avec cette belle chanson que j'aime particulièrement, Alain. D'accord. Je vous dédie cette chanson. Merci. Awadagbenu mi akluno pedo tonana ndewe. Awadagbenu mi kigono pedo tonana ndewe. Asintobo tente tobode, asintobo zintobode. Ajeta gba boronu ni akluno pedo tonana ndewe. Awadagbenu mi kigono pedo tonana ndewe. Asintobo tente tobode, asintobo. Ioluedo mebi mando dagbea. Tobode. Akema ke wero me binano jijo Minando lumino zogbe Asiko eto ekape Minimo mino zogbe Asiko eto zaweso Arikina yakini nambo Ene wezo handamo Me bido aleluya Jomole balanuna lewazu Aviye Jomole balanuna lewazu Aviye Alogotona wa Mina lumino zole Wiwe zombo peno vivi Asintobo tente tobode Asintobo Ake fumi kinche fue Wiwe zombo aibe nopa Atonunde wadopeme Ae Ayonunde wadopeme Peto bima wejeka na mongoto Awadagbe numi Kigono bedo tonana nundewe Asintobo tente tobode Asintobo Jewa kunu heluwe Memando mende molonje negwe gada Kei heluwe Memando mende molonje negwe gada Asintobo tente tobode Asintobo Aze wide sowe Kigono bedo tonana zewe gada Aze wide sowe Kigono pedo tona zewe daka Asintobo tente tobode Asintobo Kulumo usai Umebini onu kundido de Minimo mino zope Asiko eto zaweso Harikina yakini nambo Ene wezo handamo Mebido aleluya Jomole balanuna lewazu Aviye Jomole balanuna lewazu Aviye Alogotona wa Mina lumino zole Wiwe zombo peno vivi
asintobo tente tobode asintobo aje fumi kinje mwe wiwe zombo aimenoba adonunde wado kweme ae ayonunde wado kweme beto bima weje kana mongoto awadagbe numi igono gbedo tonana nundewe asintobo tente tobode asintobo tobode jeingeluwe memando mende mulonjane gbe gada jeingeluwe memando mende mononjane gbe gada asintobo tente tobode asintobo tobode awadagbe numi akruno gbedo tonana nundewe awadagbe numi igono gbedo tonana nundewe asintobo tente tobode asintobo tobode asintobo tente tobode to vito. Et oui, c'était là donc l'hommage que nous voudrions rendre à l'homme qui, toute sa vie, aura donc écrit une partie de l'histoire musicale, de l'histoire culturelle de notre pays, décédé en Allemagne il y a quelques jours. L'homme laisse donc pour la postérité, pour les Béninois, pour notre nation, une richesse culturelle incommensurable. Percussionniste, professeur de musique, chanteur, producteur, l'homme a plusieurs casquettes. Janvier Denagan Renfort a bercé l'enfance de plusieurs, la jeunesse de plusieurs. Et dans ses chansons, c'est beaucoup plus la philosophie, l'homme au centre du développement, l'homme au centre de l'action sur terre. Eh bien, nous prions que Dieu l'accueille dans sa demeure et lui accorde le repos éternel. Amen. Je crois que tout est dit. Rien à rajouter, Alain. Merci, Jennifer. Nous allons enchaîner avec le débat du jour. Absolument. J'espère que vous avez déjà lancé des commandes de Je l'ai menacé avant de lancer la commande. Donc, j'espère que ça va marcher. Vous menacez les couturiers? Oui, parce que ils m'ont tellement fait baver que bon, j'ai décidé de prendre mes dispositions. On va faire le débat, mesdames, messieurs. On va faire le débat sur ce plateau juste après ceci. Il n'est pas rare d'être déçu parce que l'artisan à qui vous aviez confié un travail qui pour vous était important et qui devrait répondre à une situation donnée n'a pas honoré son engagement. C'est vrai que nous parlons beaucoup plus des couturiers, des couturières qui tardent souvent ou qui n'honorent pas carrément leur rendez-vous lorsqu'ils vous disent que tel jour vous aurez la tenue que vous leur avez commandée. Mais les autres artisans aussi font pratiquement la même chose. Qu'est-ce qui explique cet état de choses et surtout que nous sommes en période de fin d'année maintenant, comment est-ce que vous comptez gérer les faux rendez-vous, les faux bons de ces artisans-là? Quelle solution allons-nous leur proposer pour se tirer d'affaire? Nous allons donc faire le débat sur ce plateau ce matin, Jennifer. Absolument, sur ce plateau, nous avons nos personnes ressources qui sont déjà là. Monsieur Boniface Lokossi, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes peintre, vous êtes artisan et vous faites partie de l'association au plan national des artisans du Bénin, c'est bien cela? Oui. Et en face de vous, un usager, monsieur Rony Mendegan, bonjour à vous. Bonjour, madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suppose que vous avez beaucoup de choses à dire par rapport à ces artisans. Évidemment. D'accord. Alain, au téléphone, nous avons également prévu prendre un avocat, maître Damien Falana, qui, si son agenda le permet, pourra faire le débat avec nous. Merci à vous, Jennifer. Alors, monsieur Boniface Lokossi, vous qui êtes artisan sur ce plateau, vous qui êtes même dans une association d'artisans au plan national, dites-nous, qu'est-ce qui fait que on note souvent des faux bons dans vos rangs quand il s'agit de faire les livraisons de commandes des clients? Merci, monsieur le journaliste. Je salue les téléspectateurs. En ce qui concerne l'histoire des faux bons, je peux dire qu'il s'agit d'une question d'organisation. Et en tant qu'artisan, je reconnais que c'est ce qui manque parfois à l'artisan. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'environnement socio-culturel qui amène parfois l'artisan à faire des faux bons.
Qu'est-ce que l'environnement socioculturel vient chercher dans le non-respect de l'engagement, du délai de livraison de l'artisan? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais vous donner juste un exemple que j'ai vécu. Ah, vous-même personnellement? Oui. D'accord, dites-nous. Il y a quelques années, j'avais eu un marché de t-shirts. Je suis calligraphe, sérigraphe. D'accord. J'ai eu un marché de t-shirts un soir à 18h et sous l'insistance du client, je lui ai promis de lui livrer ça le lendemain soir. Je me suis empressé pour m'approvisionner dans tout ce qui concerne les intrants, la réalisation du travail. J'ai réuni aussi toute l'équipe qui allait m'accompagner dans la réalisation du travail. Et le lendemain matin, à ma grande surprise, il y avait la coupure de l'énergie électrique. Et cela est resté comme ça jusqu'à 14h. Heureusement pour moi, j'ai pu me dépêcher pour m'approvisionner un groupe électrogène. Mais au même moment, je parle au nom des artisans qui sont dans les contrées du Bénin. Je ne suis pas sûr que eux tous pourront avoir cette possibilité-là de résoudre une telle situation de la même manière. Donc, je dis que, en tant qu'artisan, notre responsabilité est en jeu. Nous avons à nous organiser mieux. Nous avons à avoir le courage de dire parfois non à un client, malgré son insistance, mais parfois, ça ne dépend pas de nous. La situation s'impose. D'accord. Mais merci beaucoup. Mais Monsieur Ronnie Mendegan, quand on suit ce développement, il dédouane en quelque sorte les artisans. Mais est-ce que vous ne notez pas, vous avez certainement eu des expériences, une mauvaise foi? Parce qu'il sait peut-être qu'il n'en est pas capable, mais il dit oui, vous payez, mais ce jour-là, malheureusement, vous faites face à une absence de ce que vous avez demandé. Merci beaucoup. Merci, madame la journaliste. Je salue également les téléspectateurs. Avant même de dédouaner les artisans, il a d'abord reconnu, qu'ils ont eu une part de responsabilité. Absolument. Qui ne sont pas, pour la plupart, qui ne sont pas organisés. Et donc, c'est une situation que nous notons. Les exemples ne manquent pas. Et nous, ça nous désole, nos autres clients. C'est une situation qui, à la limite, exaspère, nous fâche. Le client ne peut pas comprendre qu'il a de l'argent dans sa poche, qu'il veut payer, il veut débourser de l'argent. Il a un besoin à satisfaire. Il le contacte. Il a une confiance en l'artisan. Eh bien, celui-ci accepte de satisfaire à cette exigence. Et une fois le jour convenu, il se trouve à ne pas avoir son tissu, si c'est un couturier, son tissu court. Vraiment, ça dérange. Ouais. Oui, mais monsieur Mendegan, il y a un autre aspect du problème. Il y a le fait que certains clients, prenons l'exemple des couturiers pour illustrer ce que je voudrais dire. Le gars, il a la fête, l'enterrement, la réception d'une fête demain, samedi ou bien dimanche, et il attend la veille à 17h ou 16h pour apporter le tissu, comme quoi il n'a pas vite eu. Et il demande à ce que, en même temps, le lendemain, le couturier fasse tout pour le livrer. Est-ce que dans cette situation-là, le couturier ayant besoin d'argent prend la commande, prend l'argent, prend peut-être l'avance, et puis, pour une raison ou pour une autre, n'arrive pas à honorer son engagement? Est-ce que là, c'est véritablement et exclusivement la faute du couturier? Nous n'allons pas non plus dédouaner les clients. Il y a des clients qui sont négligents, qui attendent la dernière minute avant d'amener leur tissu chez le couturier. Mais il y a aussi des cas de force majeure. Et si le couturier accepte lui coudre son tissu, mais s'il accepte, il y a déjà un contrat là. Quoique verbal, c'est un contrat. Donc il a l'obligation de satisfaire à cette exigence.
D'accord. Même si c'est pratiquement à la veille. D'accord. Mais Monsieur Lokossi, dans la chute de votre prise de parole tout à l'heure, vous avez semblé dire que, vous avez même affirmé qu'il faut que désormais vos compères, vos confrères arrivent à dire non. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à dire non dans des cas de figure où le travail est vraiment pressé, est hors délai carrément, mais vous acceptez tout de même honorer cet engagement, comme l'exemple que nous venons de donner, le monsieur apporte le tissu la veille, ou le lendemain à 13h ou à 14h doit être à la réception et vous acceptez un tel marché. Très bien, monsieur le journaliste. Comme je le disais, parfois nous avons notre responsabilité en jeu et nous devons accepter, reconnaître ça. Et quand je parle d'organisation, c'est de ça que je parlais. Une telle commande, l'artisan devait avoir le courage de dire « Mon frère, je ne peux plus te faire ce travail-là. » Je suis sûr que s'il tombe sur 2 ou 3 artisans qui lui rejettent sa commande sous la main, prochainement, il va mieux s'organiser pour venir à temps. Maintenant, ce qui fait que l'artisan n'a pas parfois le courage de dire non est que non seulement il a besoin de l'argent, deuxième chose, il a peur que s'il refuse, ce client-là ira voir un autre collègue qui va accepter de prendre le marché et demain, il va perdre ce client-là. C'est pourquoi je dis, nous devons avoir le courage de dire carrément non. Nous devons accepter parfois de perdre même de l'argent pour notre dignité. Mais tout de même, je dis que la société doit aussi comprendre qu'il faut qu'il se lève à temps. Alors, est-ce que vous, personnellement, vous arriverez à dire non lorsqu'un client vient et que vous êtes acculé, par exemple? La personne peut avoir reçu cette instruction-là à la dernière minute et faire recours à vous. Et si vous n'êtes pas libre, ira vers un ou deux autres personnes qui seront libres? Très bien, c'est une très bonne question. Moi, en tant qu'artisan, d'abord, je fais l'effort de maîtriser mon client. C'est-à-dire quoi? Un client peut venir, il sera en train de crier « je veux ça pour demain, je veux ça pour demain ». Or, en réalité, il veut ça pour 2 semaines. Ah ouais? Comment vous savez ça? Très bien. Même pas plus tard qu'hier, on m'appelait pour venir aller estampiller, écrire sur les matériels dans une direction de l'État. Je ne vais pas nommer. Non, il ne faut pas donner de nom. La direction. Et j'ai fait la pression. On m'a fait la pression sur pendant 3 jours. J'ai fait l'effort d'y aller. Et c'est quand je me suis rendu sur les lieux qu'on me dit maintenant que celui qui doit donner les numéros pour estampiller les matériels, il n'est même pas là. Et il faut carrément que je revienne la semaine prochaine. J'ai laissé d'autres choses pour aller là-bas. C'est pourquoi je dis que parfois, c'est l'environnement qui nous amène à être ce que nous sommes. Oui, mais est-ce que, quand vous semblez accuser l'environnement tout le temps, permettez qu'on continue avec vous comme ça, mais est-ce que quelque part, c'est pas parce que les clients, de façon générale, se disent, ces gars-là, quand on ne leur met pas la pression, ils ne livrent pas, donc autant, même si le besoin est pour dans 2 semaines, dans 1 semaine, je préfère lui mettre la pression pour qu'il le fasse en 2-3 jours. L'exemple que je viens de donner tout à l'heure, je me suis accusé. Honnêtement, je me suis accusé parce que je devais chercher avant de faire mon déplacement vers les lieux, m'assurer que tout est déjà réuni pour que, arriver là-bas, je travaille. Donc, c'est pourquoi je parlais au début d'une question d'organisation. Nous devons nous organiser, nous devons essayer d'être sûrs de nous-mêmes. Maintenant, par rapport à un client, comme je l'ai dit, il y a des clients qui arrivent et de discussion en discussion, je constate que lui, en réalité, il n'est même pas pressé. Il est en train de faire juste la pression. D'accord. Est-ce que quelque part, ça ne peut pas se comprendre, Monsieur Ronnie Mélégan, vous connaissez ces prestataires de services, ces artisans-là, est-ce que ce n'est pas une technique d'essayer de leur mettre la pression en disant c'est pour tel jour, en sachant qu'ils vont rallonger obligatoirement? C'est clair, c'est ce qu'on constate. Si tu ne leur mets pas la pression, il y en a qui sont dilettants. Il y en a qui ne prennent pas leur travail au sérieux.
Et je ne vais pas mettre tout le monde dans le même lot, hein, Tout à fait. parce qu'il y a quand même des artisans qui sont de bonne facture, qui sont très compétents et qui font bien leur travail. Mais il y en a qui ne prennent pas leur travail au sérieux. Et donc, pour ne pas connaître des désagréments, après, à la date convenue, au délai convenu, il faut essayer de lui mettre la pression. Est-ce que c'est une technique que vous utilisez? Ah, mais je l'utilise. Ah. Ah oui, je l'utilise. Parce que je ne voudrais bien pas avoir de mauvaises surprises. Hein. Non, 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 non. Les surprises désagréables, moi, je n'aime pas. Je n'aime pas. D'accord. Alors, monsieur Lokossi, c'est vrai que dans votre association, qu'est-ce qui est fait de façon réelle pour que vos adhérents, vos confrères artisans puissent corriger le tir? Parce qu'on a l'impression que vous quittez l'artisan A pour l'artisan B, l'artisan C, le mal semble s'installer partout au point où on se demande si c'est un mal corporatiste. D'abord, en tant que membre de la Confédération nationale des artisans du Bénin, nous essayons de sensibiliser chaque fois les collègues à se prendre au sérieux. D'abord, entre nous-mêmes, il y a à certains niveaux une question de formation. Je donne un exemple très simple. Vous êtes un couturier, vous recevez un marché où le client veut qu'après son bomba, vous faites de broderie, alors que vous n'êtes pas un brodeur. Si vous n'avez pas un bon brodeur, quelle que soit votre compétence, vous serez un mauvais client, un mauvais artisan devant votre client. Parce que vous allez peut-être faire le travail à temps et le brodeur, lui, s'il n'est pas comme vous, il va vous mettre dans le en retard. Donc, à tout moment, nous devons accepter de nous perfectionner, d'aller à l'école de la rigueur. Et là, je profite pour dire que c'est une bonne leçon pour nous, que nous avons à la tête de notre pays un homme rigoureux. Et ça prouve que sans la rigueur, on ne peut rien faire. Et en tant qu'artisans, nous devons accepter de faire la rigueur sur nous-mêmes pour pouvoir amener tous ceux qui sont autour de nous à se mettre dans la même rigueur. J'ai donné le cas d'un couturier et d'un brodeur tout à l'heure. C'est la même chose qu'un maçon et un caroleur. Le maçon a peut-être donné la date au client. Lui, sait que quand il va finir le travail, le caroleur a besoin de 2 jours pour finir, mais le caroleur le traîne pendant 1 semaine. Il sera un mauvais artisan devant son client. Maintenant, il y a d'autres aspects, comme je le disais. Le monsieur, il vous appelle, il dit « Ah, mon fils est en France, il descend pour venir fêter avec moi. Et il descend après 3 jours, mais je veux que vous aménagez son appartement. » Déjà, l'artisan doit dire à ce client, parce qu'il sait qu'il ne peut plus le faire en 3 jours, votre travail ne peut pas être fait en 3 jours. Si l'artisan ne réussit pas à dire ça, il ne travaille pas dignement. Maintenant, c'est peut-être un ami ou un parent à vous qui vous met même la pression. Il dit que je sais que c'est vous seul qui peut me faire le travail. C'est vous qui peut me gérer cette situation. Quand vous vous laissez embarquer dans cette situation-là, vous serez un mauvais artisan parce qu'à la fin, son fils va venir, peut-être il ne saura même pas où mettre les bagages et il va commencer par crier sur vous. Donc, il y a parfois, comme je le disais depuis le début, l'environnement que nous devons amener à comprendre que l'artisan n'est pas la personne sur qui on saute pour dire je veux tel jour, je veux telle chose, tel jour forcément. Il faut d'abord demander ce que je veux là, je peux l'avoir quand? Est-ce que c'est possible de l'avoir? Et l'artisan, lui, il doit avoir le courage aussi de dire ce que tu veux là, tu ne peux pas l'avoir tel jour. Il nous faut tel temps pour le faire et bien faire. D'accord. Alain, je ne sais pas, lorsqu'on parle d'abus de confiance, il y a une remarque que j'ai également faite en ce qui concerne les finances, le coût. Par exemple, chez une couturière, lorsque vous faites le calcul et que vous vous retrouvez peut-être à 3 000, une estimation, elle vous dit 7 000 en vous expliquant un peu tout ce qu'elle va faire. On a l'impression que quelque part, les
prix sont extrapolés. Je ne sais pas si vous vivez la même chose, que ce soit avec les couturiers, les mécaniciens, les maçons, comme monsieur l'a dit tout à l'heure. Bien sûr, il y a une extrapolation des prix qui se constate avec certains artisans. C'est vrai, s'ils n'extrapolent pas, le client peut négocier complètement au rabais le prix, de sorte que qu'ils ne fassent pas de bénéfices, qu'ils ne gagnent presque rien. Donc ils extrapolent. Mais quand vous extrapolez outre mesure, quand ça devient vraiment une très grande extrapolation, je crois que ce n'est plus bien. Oui, mais dans le même temps, vous, en tant que client, vous cherchez un produit de bonne qualité, de bonne facture. Vous devez être en mesure d'en payer le prix, non? Oui, mais il faut qu'il y ait la relation qualité-prix. Il faut que les choses soient raisonnables. Et donc, quand ce n'est pas raisonnable, je vais voir quelqu'un d'autre, un autre artisan. C'est clair. Maintenant, je voudrais revenir sur quelque chose qu'il a dit. Quand l'artisan se trouve dans une situation où il est acculé, il peut faire appel à des manœuvres. Il y a plein d'apprentis qui ont fini et qui connaissent le métier, mais qui ne trouvent pas à faire. Il y a des manœuvres. En même temps, il y a certains clients qui disent j'aimerais que ce soit le patron ou la patronne qui fasse mon travail parce que les autres, je ne leur fais pas confiance, ils n'ont pas la main. Est-ce que ce n'est pas cette crainte-là aussi? Ce que je dis, c'est qu'il peut se faire accompagner de ces manœuvres-là. D'accord. C'est aussi simple que ça. Monsieur Lokossi? D'abord, il a parlé de prix. Oui. Nous avons l'impression que parfois les prix, ce qui peut coûter 5 000, on nous dit 25 000. Que vous exagérez parfois. Ça n'a jamais été le cas. Ah oui, selon que le client vienne à Zem ou je vais vous donner un exemple très simple. Oui, dites-nous. Le coca que vous prenez au bord de la voie à 300 francs. Même à 250 parfois. C'est le même coca que vous allez prendre à 4 000 francs. Vous avez déjà compris. À 5 000 francs. Donc vous avez donné la réponse. Oui, mais ce n'est pas le même environnement. Très bien. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le même environnement. C'est pourquoi je dis à nous de nous organiser. Oui, mais quand vous dites ça, monsieur Lokossi, prenons votre cas. Vous êtes sérigraphe, vous fonctionnez avec de la peinture et tout. Dans votre domaine, il y a aujourd'hui la technique où, au lieu de faire de la peinture, on fait de la broderie électronique sur les tissus. Parfois, quand on compare, il n'est pas rare de tomber dans des boîtes sur des structures où la broderie avec machine coûte moins cher que la sérigraphie à la peinture que vous faites. Merci pour votre remarque. Sachez que l'artisanat, le vrai artisanat là, c'est ce qui se fait à la main. C'est pourquoi aujourd'hui, les artisans qui ont la chance de vendre leur pays vers l'Occident sont plus à l'aise. C'est ce que on vous propose ici au Bénin, peut-être à 1 000 francs ou à 2 000, vous rejetez. C'est ça qu'ils vendent là-bas à 5 000, à 10 000. Et les gens sont fiers et très contents d'en acheter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que la main fait a toujours une certaine valeur devant certains consommateurs. Nous sommes d'accord. Le handmade dont vous parlez, est-ce que nous sommes déjà nous sommes à cette étape de culture dans notre pays? Et d'abord, je vais en arrière comme vous avez donné l'exemple, sur ma branche. Et celui qui vient, qui dit, je veux que vous m'imprimiez 1 ou 2 t-shirts, il va toujours trouver ça 3 fois plus cher que celui qui vient avec 500 t-shirts. Ça, c'est clair. Donc, vous jouez sur la quantité. On n'a pas le choix. C'est comme ça que... Parce que c'est le même montage qui sert à multiplier. Imprimer 2 et à imprimer 100. Donc, celui qui vient pour dire je veux 2, je veux 3, je veux une douzaine, je veux 2 douzaines,
il doit comprendre qu'il ne peut pas s'attendre au même prix. Ça veut dire que celui qui va à la broderie, le prix que vous comparez entre broderie et impression, moi, avant de vous répondre, je dois d'abord connaître la quantité commandée à l'industrie. À l'industrie, la quantité commandée au tirage sur le sérigraphe avant d'apprécier. Sinon, je risque de faire une mauvaise appréciation. D'accord. Monsieur Lokosi, je vais vous donner 2 exemples. Je suis curieuse de savoir et j'aimerais bien comprendre. Je ne vais pas indexer une corporation d'artisans. Lorsque, par exemple, vous voulez construire et que vous échangez avec les artisans qui vous font une estimation de 1 000 francs, par exemple, pour construire, et lorsqu'au fur et à mesure, en avançant, vous dépensez 10 000, 5 000 francs, est-ce que quelque part, ce n'est pas un manque de professionnalisme? Très bien. À ce niveau, j'avoue que parfois, c'est un manque de professionnalisme. Parce que si l'artisan maîtrise bien le travail et il fait bien son devis, il doit savoir que ce travail va coûter 5 000, va coûter 10 000. C'est pour ça que plusieurs personnes parlent d'escroquerie. Non, je n'ai pas fini. Mais parfois, pour certains clients, l'appétit vient en mangeant. Ils lancent la construction. C'est quand, en plein milieu de la construction, un ami vient et dit « Ah, avec ce que tu fais là, tu peux transformer ici en cuisine. Hein. » Lui n'avait même pas l'idée de faire la cuisine là. Il commence par faire des modifications en cours d'exécution. En cours d'exécution. Et ces modifications-là induisent d'autres coûts. Vous avez déjà compris. Donc, ce n'est pas toujours la faute à l'artisan. Et en toute sincérité, le bon artisan, s'il veut faire son devis, il doit le faire de telle sorte qu'à la fin, il doit rester quelques 2 ou 3 matériels. Parce que tous les clients ne sont pas, surtout nos amis papetiers de la banque et consorts là, quand on leur dit le prix, on ne revient plus là-dessus. Ce n'est pas que sur le chemin là, j'ai dit il faut tel pot de peinture pour le salon, je constate qu'à la fin ça manque, je dois le revoir. Non, il n'y a plus ça. Donc il vaut mieux faire ton devis en conséquence pour être sûr que ce que tu as demandé là, ça peut rester. Mais ça ne va pas manquer. Sinon, tu auras des problèmes avec lui. Pour lui, c'est que toi, tu n'es pas compétent. Justement, ce sont des choses qui arrivent, M. Rony. Vous prévoyez 1 000 francs pour une construction. Vous avez peut-être fait un prêt et au fil du temps, vous avez utilisé ces 1 000 francs et on vous réclame 4 000 francs. Est-ce que ce n'est pas en ce moment qu'on parle d'abus de confiance, justement? C'est bien en ce moment qu'on parle d'abus de confiance. Pourquoi demande-t-on alors un devis estimatif? Voilà. C'est parce que le client veut savoir là où il veut aller. Mais dans ce cas, qu'est-ce que le client peut faire? Parce que nous avons, lorsque je reste toujours dans la construction, certaines maisons inachevées, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas, selon vous? Vraiment, quand l'artisan va au-delà de ce qu'il avait prévu dans le devis, franchement, je ne sais pas, hein. Cette situation peut même conduire à l'accuser devant les tribunaux. Monsieur Lokosi, on va revenir vers vous. Dites-nous, prenons l'exemple de nos frères, de nos amis, les mécaniciens par exemple. Vous leur amenez votre engin, votre moto ou votre voiture, ils estiment que la pièce coûte tel prix, que quand on va la changer, c'est bon. Vous la changez, ça ne répond pas. C'est lui qui a décidé que c'est cette pièce qu'il faut changer. Puis après, il revient pour acheter une autre. Et le budget s'augmente. Dans ce cas, quand, comme le dit Jennifer, on est en face d'un abus de confiance où le client se sent grugé, dans ces conditions-là, quelle est l'attitude que devrait avoir le client? Merci pour la question. Personnellement, je conseille à tous les collègues mécaniciens de faire un effort pour sortir de ce cadre-là. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'argent, il faut faire des points, des calculs sur ce qu'on a dans sa poche. Donc, une fois que vous dites à un client, il te faut 10 000 pour réparer le véhicule, arrangez-vous pour que vraiment
ça puisse être dans les marges des 10 000, même s'il y aura des dépassements, que ça ne soit pas trop exorbitant. Mais parfois, c'est comme le médecin et le malade. Le mécanicien peut penser que, bon, c'est le carburateur qui a des problèmes. Il répare le carburateur. Alors que c'est le calculateur. C'est après avoir réparé le carburateur qu'il constate que... Dans ce cas, est-ce que c'est la faute du client s'il a fait un mauvais diagnostic? S'il a fait un mauvais diagnostic. Oui, c'est ça que je dis. J'ai d'abord donné un conseil aux artisans, aux mécaniciens. Et je dis parfois, parce que peut-être même que c'est quand il est en train d'enlever le carburateur qu'il constate qu'il y a une autre pièce là qui est défectueuse et qu'il faut aussi régler si on veut avoir on veut résoudre le problème de la panne au niveau de la moto ou au niveau de la voiture. Donc souffrons tous que parfois ce n'est pas de leur faute. C'est vrai que parfois il y a même des mécaniciens, ils demandent des pièces qui ne sont pas gâtées. Le client qui n'a pas le temps leur remet de l'argent, il ne change rien, il montre les mêmes pièces, ou bien il dit c'est la pièce, il y en a de bonne qualité, de mauvaise qualité, mais avec leur prix, il prend le prix de la bonne qualité, mais il achète la pièce de mauvaise qualité. Nous reconnaissons que parfois il y a que ça arrive. Ça arrive. Monsieur Ménégan, si ce cas par exemple vous arrive, quelle attitude auriez-vous face à un tel artisan? Un artisan qui prend le prix de la pièce originale et qui va vous mettre une pièce qui n'est pas bien. Deuxième main, comme on a l'habitude de le dire. Non, la pièce peut être deuxième main, pourtant de bonne qualité. Quand on prend par exemple les casses qui s'il me dit qu'il veut acheter une pièce neuve et que le constat est qu'il m'achète une pièce de deuxième main, mais de deuxième génération, mais c'est inadmissible. Est-ce que vous avez le temps de vérifier ça? Puisqu'il a tout monté, il vous dit tout va bien, allez-y. Et que c'est peut-être en conduisant que vous vous dites il y a un problème, il y a un bruit. C'est ça, je peux ne pas avoir le temps de vérifier. Alors, M. Sochumé me demandait quelle serait ma réaction. Mais moi, je vais le traduire devant les tribunaux. Vous êtes sûr que vous aurez le temps? Non, pas bon. C'est-à-dire que pas tout de suite comme ça. Je peux essayer d'échanger avec lui pour savoir s'il y a anguille sous roche, connaître ses motivations. D'accord? Il faut dire que le client et l'artisan doivent se comprendre pour qu'il y ait une bonne relation entre les deux. Parce que nous avons besoin les uns des autres. Absolument. D'accord? Quand je dis traduire devant les tribunaux, je ne veux pas tout de go commencer à enclencher les procédures, non, les démarches. C'est quand la situation devient vraiment très grave, gravissime, que cette dernière solution-là s'impose. Monsieur Ménégan, je ne sais pas si vous avez remarqué ou si c'est moi seul qui le vois, à chaque fois que vous vivez cette situation, par exemple, avec votre véhicule, votre moto, le mécanicien ou l'artisan a toujours une très bonne raison à vous sortir. Dans ce cas, quel argument vous allez avancer? Quand il a toujours de très bonnes raisons. Vous êtes obligé de payer. De très bonnes raisons. Toujours. Qu'est-ce que le client peut? On est obligé de payer. Face à l'évidence, il s'exécute. Parce que je suis dans le besoin et le besoin est pressant. Donc, c'est clair, il a le dessus. Donc, malheureusement, on supporte, c'est ça, monsieur Lokossi? Malheureusement. Parfois, oui. Parfois, malheureusement, on supporte parce que, qu'on le veuille ou non, l'artisan est là pour mettre son client à l'aise, pour accompagner le développement de la nation. Et le client qui a besoin d'un service d'un artisan, c'est qu'il a besoin de ce service-là pour pouvoir avancer. Je le disais au début, il y a un problème d'organisation à notre niveau. D'accord. Parfois, le mécanicien peut ne pas avoir complètement la main de la marque
du véhicule que vous lui avez amené. Mais au lieu d'avoir l'honnêteté de vous dire « Ah, ça là, je ne fais pas », il ne le dit pas. Ou tout au moins, même s'il le prend, fait appel à un collègue qui maîtrise mieux cette marque-là, il ne le fait pas. Donc, il y a parfois notre responsabilité qui est en jeu. Mais parfois, quand vous qui êtes à la touche, vous allez penser que c'est la faute du mécanicien, mais si on observe bien les choses, ce n'est pas sa faute. C'est peut-être une autre panne qui est bien cachée. Mais à entendre le bruit, ou bien les signes qu'il est en train de voir sur votre voiture, lui, il pense que c'est telle chose qui est gâtée. Et effectivement, ça peut être ça à certains cas. Monsieur Lekossi, que fait la Confédération dont vous êtes membre pour mettre à jour, pour aider les artisans à mieux s'organiser, pour mieux servir les clients? Et nous, au niveau de la Confédération, c'est le moment de remercier le gouvernement avec son chef. Le gouvernement joue sa partition. Non, oui, justement, je suis en train de venir. Nous essayons de trouver de temps en temps des formations. On fait même des auto-formations entre nous. Moi, il m'arrive souvent, rien que pour présenter un devis, j'appelle un ou deux collègues pour dire « Ah, je veux faire telle chose ». Selon lui, à peu près combien je peux dire. Ce n'est pas que j'irai plaquer ce qu'il va me dire, mais pour voir si est-ce que nous sommes dans les mêmes longueurs d'onde. Parfois, j'appelle un, lui il dit un prix plus élevé que ce que moi-même je pense. J'appelle l'autre qui donne un prix plus bas que ce que je pense. Et moi-même, j'essaie de faire la balance. Très bien. Donc, c'est de la même manière, parfois, quand je veux faire quelque chose, je demande, je veux faire telle chose. Selon toi, comment je peux faire? Il me donne ses idées. J'appelle un autre, je dis la même chose, il me donne ses idées. Et quand je mets le tout ensemble, plus moi-même mes expériences, ça marche. Donc, les artisans qui ne sont pas encore en train d'aller à cette école de mutualisme, je leur conseille, je leur recommande d'y aller. D'accord. Est-ce que je suis curieuse de savoir encore, est-ce que des cours de bonne moralité, par exemple, sont dispensés, des conseils dans ce sens-là pour ne pas escroquer le client? L'artisan qui escroque un client, ou bien qui escroque les clients, a 60% de chances de finir mal. Ah bon? Oui, parce que quand tout le monde va découvrir que lui, il ne fait que escroquer, lui, il ne fait que mentir, les clients vont le fuir. Ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. D'accord. Où on a constaté que un mécanicien de roues ne maîtrise pas les nouvelles marques qui viennent. Il y a une entreprise en face de lui où il y a près de 30 motos qui sont garées, mais tous ceux-là sont obligés d'aller ailleurs. Ils viennent chez lui rien que pour lui demander de tirer les chaînes, de les aider à faire les vidanges, et puis ça s'arrête là. Mais les réels travaux qui lui procurent de l'argent vont ailleurs. D'où la nécessité de se remettre à niveau. Très bien. D'accord. Alors, monsieur Mélégan, dites-nous aux clients, aux citoyens en général, quels conseils pourriez-vous leur donner pour baisser un peu la pression qu'ils font sur les artisans qui eux-mêmes sont des humains après tout? Évidemment, les artisans sont des humains comme nous. Et quand ils sont acculés, souffrant qu'ils ne puissent pas nous donner le meilleur d'eux-mêmes à temps raisonnable. Donc, je vais conseiller à mes frères et sœurs de bien vouloir amener très tôt, d'accord, leur tissu, si c'est qu'ils veulent faire coudre leur tissu par un tailleur ou un couturier. Donc, très tôt, remettre au couturier ce tissu-là pour que ce dernier puisse quand même les satisfaire
dans un délai quand même raisonnable. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour surgir et le presser. Faire pression sur lui. Vous savez, c'est pas bien. Cette approche déjà, lorsque quelqu'un a un tissu à donner, par exemple, une perruque à confectionner peut-être, selon vous, quel est le temps raisonnable? Parce qu'après, le couturier, la coiffeuse et les autres sont un peu acculés. Tout dépend également de la poche Absolument. du client. Hein. Mais si le client est quand même bon dans sa poche, le délai est raisonnable que moi je vois là, c'est 2 semaines. 2 semaines avant les fêtes. 2 semaines avant les fêtes. Il ne faut pas attendre les derniers jours. Il ne faut pas attendre les derniers jours. D'accord. D'accord. Mais si le parent, ce n'est que dans les derniers jours qu'il a fini par avoir un peu de sous pour acheter quelques tissus pour ses enfants, dans ce cas, et pour lui et pour l'artisan, quel devait être le juste milieu? Qu'est-ce que vous leur conseillez tous deux? Et moi, en tant qu'artisan, si je vois que le temps est trop parti, et je vois que, bon, le client, en réalité, c'est un parent ou bien un ami à qui je ne peux pas dire « va ailleurs ». La première chose, c'est de l'amener à comprendre que ce n'est pas une obligation de porter ce qu'il veut là, le jour de l'an. Ah ouais? Parce que il porte des habits tous les jours, non? Oui, mais le 1er janvier, c'est un jour comme tous les jours. Non, mais non, c'est une occasion exceptionnelle. C'est pour les enfants surtout. L'amener. C'est ce que je dis. Oui. L'amener à comprendre que ce n'est pas forcément le 1er janvier, le 25 décembre, qu'il va porter ça ou les enfants vont porter ça. Maintenant, après tout, je suis aussi humain, rentrer dans sa peau pour voir si, malgré tout ça là, est-ce que je peux le satisfaire? Donc, les deux choses vont de pair. Mais la première chose, dans ce cas-là, si un client comme monsieur le journaliste qui est devant moi vient là, et il vient un 23 pour dire les enfants vont porter ce jour, il dit non. Ah, pourquoi? Qu'est-ce que moi j'ai fait dans cette affaire? Je le dis parce que je me dis que tu es censé comprendre que ce n'est pas le 25 forcément que les enfants doivent porter. Donc, il faut essayer d'amadouer les enfants, qu'ils comprennent que, bon, même si après 25, leur tenue va leur revenir. Je vais tout faire pour devenir votre parent. Comme ça, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la solution pour l'habit des enfants. C'est raisonnable, selon vous? Et c'est une question pertinente. L'artisan, en une journée, arrive à exécuter à peine 50% de son programme. C'est-à-dire les imprévus là, viennent. 2 semaines, c'est raisonnable. Malgré ça là, d'autres imprévus peuvent venir. Et si l'artisan peut s'organiser pour gérer ça, il n'a qu'à essayer de gérer. Mais ce qui nous amène sur ce plateau est le conflit. Tout à fait. Maintenant, l'abus de confiance. L'abus de confiance. Comment est-ce qu'il faut éviter ça alors? Et l'abus de confiance n'est pas toujours dû à la faute de l'artisan. Oui, ça veut dire que, j'avais dit au début, la communication. Plus vous communiquez, vous devez tout faire pour que votre client ait confiance en vous. Quand il a confiance en vous, vous pouvez lui parler maintenant. Ce que tu veux là, en réalité, ce n'est plus possible. Mais il faut qu'il ait d'abord confiance en vous et qu'il peut mettre dans sa tête que c'est seulement vous qui peut l'aider à régler ce problème. Quand c'est comme ça, avec un peu de tchatch, on arrive à gérer la situation. D'accord. En tout cas, nous avons compris les artisans, Alain, mais nous avons essayé de prendre nos dispositions. Et pourquoi pas mettre la pression quand il faut? Je crois que ça ne va pas manquer, ça. Comme l'a dit M. Locossi, tous les jours, c'est la fête. Donc, pour les grands, ça peut se comprendre. Et pour les petits, un peu moins. Alors, si vous êtes parent et que vous avez suivi ce débat, vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire pour ne pas mettre la pression sur les artisans à la dernière minute et pour ne pas décevoir non plus les enfants. Jennifer, on va faire un dernier tour de table, si vous le permettez. Rapidement, bien sûr. Monsieur Ménégan, qu'est-ce que vous avez à dire pour finir? Non, moi
inviter les clients à parfois se mettre dans la peau de l'artisan et inviter les artisans à quand même se mettre dans la peau du client. Comprendre le client qui a envie de voir son besoin être satisfait à temps raisonnable. D'accord? Je crois que si on se comprend, le monde irait mieux. D'accord. Et si on se comprend, ces conflits pourraient disparaître, Monsieur Lokosi? Moi, à mon niveau, je n'ai jamais pris ça comme un conflit. Parce que je sais que, qu'on le veuille ou non, nous sommes appelés à rester ensemble. Mais ce que je peux dire aux collègues artisans est d'être sûrs d'eux-mêmes. C'est la première des choses, d'être sûrs d'eux-mêmes et de savoir mieux s'organiser. La deuxième chose, c'est de comprendre que quand il y a 1000 choses sur la table, il faut savoir ce qui est prioritaire. Je donne un exemple très simple. Vous pouvez avoir 50 commandes. Voilà qu'un ami vient de perdre un parent cher et il vient vers vous pour dire « Je veux faire l'enterrement tel jour et je veux que vous confectionnez la tenue pour les enfants, les orphelins, ceux qui vont porter le jour-là. » Dans ces cas-là, c'est des cas où l'artisan est appelé à se plier par 4 pour pouvoir résoudre. Et ça fait partie parfois des choses qui nous poussent à mettre certaines choses qui étaient quand même bien calées, légèrement de côté pour pouvoir régler. À les décaler. Tout bonnement. Allez, mesdames, messieurs, on ne va rien décaler par ici. La seule chose que nous allons faire, c'est de prendre une toute petite pause et vous revenir. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de... Sur Nopiden, mesdames, messieurs, ce matin, ce sont nos parents, les 7 nous, qui nous accueillent et ils vont nous parler de mariage. C'est dans Us et Coutumes. Dans l'ère culturelle Seto, il y a beaucoup d'étapes à traverser avant de bénéficier du titre de femme au foyer. Au temps de nos aïeux, une femme ne se lève pas pour aller chercher elle-même un mari. Les parents l'observent. Quand on dit les parents, papa, maman, les oncles, les tantes, eux tous l'observent. C'est à eux de comprendre ou bien de dire que l'heure a sonné pour que notre fille se marie. Et à partir de là, les parents iront identifier la famille dans laquelle leur fille peut aller vivre avec un homme. Est-ce que vous voyez? Ce sont les parents qui se déplacent pour aller vers une autre famille, pour voir quel est le garçon qui a besoin de femmes. Et cette négociation se fait entre les femmes, si nous parlons bel et bien du mariage forcé. Même si on laisse le mariage forcé, lorsque la jeune fille va venir présenter un homme à ses parents, les parents vont demander à cette fille de patienter. Et les parents iront maintenant vérifier, en quête de moralité, en tout cas ils vont faire toutes ces recherches, toutes ces enquêtes pour voir la qualité de la famille dans laquelle leur fille veut aller et passer le reste de sa vie. L'étape est traversée après consentement des deux familles. Maintenant, les deux conjoints, la fille et la femme, la jeune fille et le jeune homme, eux aussi savent qu'ils sont des futurs conjoints et conjointes. Maintenant, quand c'est comme ça, ils vont procéder à la dot. Quand cette deuxième étape sera traversée, on ne laisse pas la femme directement aller au foyer. Ses parents la préparent pour la cause.
l'homme est venu, veut prendre une femme, on l'a amené à respecter les étapes de la tradition, à donner la dot, à connaître les parents, ainsi de suite, ainsi de suite. L'étape dont je parle, c'est que on va maintenant préparer, on va prédisposer la femme au foyer. On va déléguer des femmes mariées, bien entendu, dans sa famille, pour lui enseigner ce que c'est que le mariage. Comment est-ce qu'on vit avec un homme? Quels sont les comportements à manifester, à présenter? On ne fait pas si. Quand un homme parle, on ne parle pas. L'homme, on respecte son homme. On prépare à temps. On lave ses vêtements. Donc, c'est ce travail-là qui va être fait après que la dette a été donnée. Est-ce que vous comprenez? Et c'est à ce niveau maintenant que les parents montrent à la femme que lorsque tu iras là-bas et que tu vas commettre des erreurs, ça va être une honte pour la famille. Donc, tu as intérêt à faire preuve d'une bonne éducation. Parce que l'éducation que vous présentez témoigne c'est l'image de vos parents. Donc c'est maintenant, on va commencer par préparer la femme. Contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, la femme vient à la maison avec la grossesse et on est obligé de l'envoyer chez l'homme. Et puis ce qu'elle est, c'est maintenant l'homme veut découvrir. Non, on prépare la femme psychologiquement et physiquement à comment faire pour rester au foyer. C'est comme les préparatifs de dernières heures. Donc c'est après cette étape-là que la femme pourra rejoindre son conjoint, accompagné d'une sœur, pour que quand elle va tomber enceinte dans 3 mois, comme prévu, la sœur pourra l'aider à faire ceci et à faire cela. C'est à discuter. La qualité de la fille détermine la qualité de la dot. Il y a très longtemps, il fallait que la femme soit vierge pour mériter une certaine valeur. Parce qu'avant, ce sont les parents qui allaient chercher pour l'homme et pour la femme, la conjointe ou bien le conjoint. Et quand c'est comme ça, on va chercher une femme vierge. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, on a commencé par permettre à la jeune fille d'amener elle-même celui qu'elle aime. Et quand c'est comme ça, vous n'allez plus exiger des choses. Non. Chez les 7 ans, quand la femme accouche aujourd'hui, elle ne va pas sortir pendant 7 jours. Ni elle, ni le bébé. Est-ce que vous voyez? À cause de la lune. Donc elle doit faire 7 jours avant de sortir. Maintenant, pendant ces 7 jours-là, il y a des trucs qu'elle ne doit même pas manger. Par exemple, le sel. Elle ne doit pas manger du sel. Est-ce que vous voyez? Elle ne doit pas manger du sel. Elle ne doit pas sortir. Elle ne doit pas être dehors jusqu'à 18h. Si elle est quelque part, elle doit avoir un pagne. Elle doit avoir un pagne sur la tête pour se refuser ou bien pour s'empêcher de regarder la lune. Quand une femme interfère avec ses règles, avec ses principes, le premier danger, c'est l'enfant que ça va frapper. Est-ce que vous voyez? Nos parents disent que l'enfant ne va plus bénéficier de toutes ses facultés. D'accord? L'enfant va être niais parce que sa maman aurait interféré avec les principes qui régissent et la date et les cérémonies de sortie de l'enfant. Surtout l'haricot, quand elle mange l'haricot, c'est pas bien. L'iam, du sel, c'est pas bien. Est-ce que vous voyez? Donc elle doit respecter strictement ça. À défaut, l'enfant aura beaucoup de problèmes. Jennifer Sativi, nous étions donc avec nos parents, les 7 nous. J'espère que vous n'êtes pas 7 nous. Non, je ne le suis pas, mais j'ai bien aimé leur philosophie autour du mariage quand même. C'est pas mal. Je dis j'espère comme si être 7 nous, c'est une mauvaise chose. Non. C'est un abus de langage. Tout à fait. Ce qui est sûr, même chez vous, à Témé, je ne vends aucun secret. Non, pas du il y a tout. Quand même des cérémonies. Hein. Tout à fait, il y a des cérémonies. Quand vous serez prête. Quand nous aurons la bonne nouvelle. Allez, l'autre nouvelle que nous allons porter, c'est qu'on va changer un peu le cours de cette émission. On va aller à Capture. Tout à fait. Le temps de revenir sur Prénom africain dans quelques instants, d'accord? D'accord. Et ce matin, mesdames, messieurs, c'est avec la complicité de Jennifer, hein, vous allez voir l'image du jour.
et vous allez comprendre. Voici la capture. Capture, le rôle de cette rubrique, mesdames, messieurs, c'est la réflexion, c'est l'humour, c'est le débat d'une certaine façon. Et je sais ce que vous attendez. Hein? Pourquoi vous souriez comme ça? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui vont se retrouver à travers cette image. Ah ouais? J'ai l'impression. Ok, on va demander à Christelle Sabourin, notre réalisatrice du jour, de nous balancer l'image. Eh bien, voilà. Deux apprenants, ils sont très malheureux. Je crois qu'il y a une main qui est en train de tirer le voisin et l'autre, vous voyez, ils pleurent tellement. On dirait même qu'il y a un qui est plus malheureux que l'autre. Hein? On dit, séparation amoureuse fait mal. Qu'est-ce que tu as déjà... Est-ce qu'on t'a déjà séparé de quelqu'un sur qui tu comptais pour tricher? Voilà, c'est pour ça qu'il est très malheureux, il pleure. Et là, c'est dans le monde éducatif, ça. Il y en a qui n'apprennent pas leurs leçons. Alain, je vous promets, et qui attendent en fait, ils comptent sur l'autre. Vous voyez, il y a la main qui déplace le premier élève, dit, ben, viens, tu vas t'asseoir sur l'autre banc. Et l'autre qui dit, non, il faut laisser... mon voisin de table. Depuis quand un élève défend son voisin de table, il a ses raisons. Hein? La seule raison qu'il a, c'est qu'il profitait de la situation. Oh, merci beaucoup à la réalisation. On dit, mais je ne veux pas laisser mon voisin tranquille. Le voisin lui-même peut se défendre, non? Malheureusement, vous savez, ses intérêts sont différents. Ah oui? Mais lorsque vous comptez sur l'autre et que vous ne prenez pas vos précautions, voilà des choses qui peuvent arriver à l'aide. Oui, le gars comptait sur son voisin de table, voisin de banc pour tricher. La tricherie n'est pas une bonne chose. C'est une mauvaise chose. Vous apprenez vos leçons, vous apprenez vos cours. Bon, vous savez que vous avez devoir, vous avez interrogation, vous avez composition. C'est du primaire à l'université. Absolument. On l'a tous fait. Absolument. Il faut apprendre ses leçons. C'est important. Mais malheureusement, il y en a qui comptent sur la tricherie. Il paraît même qu'il y a des réseaux de tricherie. Dans les classes, il y en a souvent. À l'université aussi. Absolument. Cette semaine, on apprenait qu'un étudiant et quelques membres de personnel d'une université publique de la place se sont retrouvés en prison parce que l'étudiant aurait glissé 400 000 francs CFA à l'un de ses acolytes pour changer ses notes. Voilà des comportements à décourager. Absolument. Je pense que ça commence déjà là. Oui, ça commence. C'est vrai que ça fait beaucoup rire. On nous dit ça fait plus mal que le gourmet, mais quelqu'un qui compte tout le temps sur son voisin, il ne va pas développer assez d'efforts, il ne va pas fournir assez d'efforts et puis après ça va le rattraper à la longue. Ce qui est sûr, il ne faut pas tricher. Il faut compter sur ses propres efforts. On peut demander de l'aide, mais les situations, ce n'est pas en plein devoir, en pleine interrogation. Le professeur risque de vous sortir tous deux. Et il aura raison. Il va vous coller des heures, en plus de vous donner zéro. Eh oui, et ça, vous allez l'apprendre à vos risques et périls. Mesdames, Messieurs, on va continuer notre randonnée matinale. Et ce matin, c'est Instant Éco. Vous voulez nous donner des idées de business? Oui, je vais vous donner des idées de business. En tout cas, je vais parler de quelque chose d'intéressant. Je suis sûre que vous aimez ça. Je vais vous expliquer pourquoi. D'accord. On revient juste après. Instant Éco, Jennifer, de quoi est-il question ce matin? Il est question de l'huile de palme qui s'accompagne souvent avec abobo parfois. Je crois que vous comprenez. Bon haricot, oui, c'est du abobo, mesdames, messieurs. Enfants, on dit abobo, c'est du haricot bien préparé, voilà. Tout à fait. Et comme vous le disiez si bien, on peut se baser sur cette production-là et créer des business. Ce qui est sûr, Alain, le palmier à huile produit 3 à 4 fois plus d'huile à l'hectare que l'arachide et le soja depuis la création génétique de la variété. Alors, 15 tonnes de régime à l'hectare peuvent donner en conditions moyennes plus de 3,5 tonnes d'huile, dont 2000 à 3000 kg d'huile de palme, 300 kg d'huile de palmiste. Et puis ces chiffres-là correspondent à des rendements de 21 à 23% sur régime pour l'huile de palme et 2% environ pour l'huile de palmiste. Donc clairement, on produit beaucoup plus d'huile de palme que de palmiste avec le palmier.
Et le procédé d'extraction de l'huile, on va en parler un peu. Le procédé d'extraction de l'huile de palme d'écrit a été observé au Bénin, dans les provinces du Zou et du Mono, qui sont ces provinces toutes les deux réputées pour le savoir-faire de leur population villageoise. Cela a permis de vérifier l'unité de méthode et d'organisation des applications des principes fondamentaux d'un procédé qualifiable de procédé à froid, par opposition au procédé à chaud adopté par les huileries du secteur industriel, auquel il est impossible de se référer car les opérations unitaires d'extraction sont radicalement différentes lorsqu'on le fait à la main, et puis c'est beaucoup plus intéressant et ça génère moins de pollution surtout. Alors le procédé traditionnel met en œuvre la séparation de la pulpe du fruit de la noix, la division, un peu comme la dame fait là, elle sépare là ce qu'on appelle parfois la chair, qui est la pulpe de la noix, et sa division aussi poussée que possible, et son entraînement par l'eau sous l'état d'émulsion crémeuse, avant bien sûr d'avoir l'huile en question. Et les avantages retenus par les femmes sont évidents. Lorsqu'on procède de cette façon, les fruits peuvent être manipulés et foulés au prix d'efforts acceptables, et la dépense en combustible demeure faible. La préparation de cette huile de qualité supérieure qu'on appelle zomi, nous allons en parler, c'est une huile de qualité supérieure à tout point de vue. Avec un bon parfum comme ça, le zomi. Quand vous sentez en même temps l'odeur, là, même ça vous ouvre l'appétit automatiquement, et même ça crée parfois la faim. En tout cas, le zomi est aussi produit au Nigeria et au Togo, autant qu'il est produit au Bénin. Et c'est ce zomi, cette huile-là justement, cette variété, qui est le plus largement commercialisée par les femmes, et c'est à des prix très rémunérateurs. Un échantillon d'huile rouge zomi provenant de cette opération antérieure ne doit pas dépasser 80 degrés Celsius, et on ajoute 1,5 litre de bouillon de cuisson des fruits et une poignée de sel, et c'est ça qui donne cette huile. Voilà, donc c'est un peu le travail qu'il fait, et c'est ça qui donne cette bonne odeur-là, après des heures bien sûr de chauffage, et puis voilà. Cela est recueilli ensuite et peut être vendu et est consommé. Donc parfois, vous pouvez l'utiliser également pour la confection de savon. Ah ouais, en tout cas, ce qui est sûr, quand on prend le zomi, tout de suite, c'est du bobo, du bon haricot qui vient se pointer. C'est le meilleur, mais pour l'accompagner. N'est-ce pas? Ah oui. Allez, merci beaucoup pour cette belle idée, ces idées, je vais dire, de business. On sait désormais que on peut aller fouiner un peu de ce côté-là, histoire d'avoir une autre corde à son arc. Absolument. C'est très important. Très important. Et l'une des raisons, je vais dire, l'un des leitmotifs de notre émission, de notre chaîne ici, c'est le business. Il faut faire des affaires. Tout à fait, je suis d'accord. Allez, loin des affaires maintenant, nous allons revenir sur le pan de la culture pour recevoir notre personne ressource qui va nous parler ce matin d'un prénom africain. Il est avec nous. L'homme s'appelle Tibus Runkeala. Bonjour. Bonjour Alain, bonjour Jennifer. Bonjour Tibus, nous sommes très heureux de vous recevoir, ça fait un moment. Vraiment, ça fait un bail. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes allé vous réfugier à Porto Novo en temps et puis on vous recevait plus? On m'a envoyé me faire ressourcer sur ma terre natale. Ah. Et ça vous a fait du bien quand même, oui, parce que vous êtes revenu bien frais, bien beau. Avec beaucoup d'énergie aussi. N'est-ce pas? C'est important. Alors, ce matin, Tibus Runkeala, vous avez envie de partager avec nous l'histoire, la caractéristique de quel prénom africain? Ce matin, nous allons parler de Phinomé. Phinomé, oui. Phinomé. Ah, c'est une fille? Généralement, c'est aux enfants filles, on attribue ce nom-là, parce que c'est un nom à connotation douce. Et quand on dit Phinomé, la manière de prononcer aussi, généralement, je ne vois pas un homme s'appeler Phinomé. Phinomé, ça veut dire quoi? À l'intérieur? Non, Phinomé, ça ne veut pas dire à l'intérieur. Ça, c'est une tradition littérale que vous faites, là. Vous n'êtes pas goût, alors laissez Tibus nous dire. Phinomé dit, elle va rester parmi nous. Ah, c'est celle qui est faite pour rester parmi nous.
Phénomène. Mais Hewa Bonanofi, elle est venue pour rester. Elle n'est pas venue pour retourner. Ok. Donc, on comprend aisément alors. On comprend tout le sens. C'est un enfant qui vient après une série de morts nés, par exemple. C'est ça, après une série de décès. Les enfants naissent, ils ne restent pas. Les enfants naissent, ils ne restent pas. Mais dès qu'elle vient, on dit, ah, celle-ci, là, elle n'est pas venue pour repartir. Oui, mais quel signe, qu'est-ce qui autorise, je vais dire, à la limite, les parents à lui donner ce nom quand a priori, on ne sait pas s'il va rester ou pas? Oui, mais là, ce nom-là magnifie le pouvoir du verbe et donne tout le sens à ce qu'on appelle la pensée positive. C'est-à-dire une prophétie, c'est ça, les fonds appellent doté. On a dit une prophétie sur l'enfant. La parole s'accomplit. On ne veut plus que cet enfant-là quitte ce monde. On ne veut plus ressentir la même douleur dans la famille. Vous savez, quand un parent perd un enfant, c'est une douleur, parce que ça leur fait rappeler 9 mois de souffrance, tout ce qu'on a enduré pour que l'enfant soit là. On dit, ah, celle-ci, elle n'est plus venue pour repartir, elle est venue, elle va rester parmi nous. Et il y a une grande-tante de la maison, ou bien le papa, ou bien un grand-oncle, quand on lui annonce, ah, telle dame a accouché, il dit, ah, celle-ci là, elle ne va plus repartir, elle va rester parmi nous. Donc c'est une prophétie, c'est une prière, c'est même la force de la pensée positive. Et quand on dit généralement, ces enfants restent, elles ne partent plus. Mais justement, quand elles ne partent pas plus et qu'elles grandissent, finalement, quelle est leur personnalité? Bon, quand je préparais le truc, je prenais des renseignements. On m'a dit, elles sont des enfants très affectives. Elles sont collées, elles restent collées à leur milieu. Elles aiment beaucoup leurs parents parce que peut-être, dès que les parents sont là, ces enfants ressentissent les peines que les parents ont eues, les peines encourues avant qu'elles ne soient là, ce qui fait que c'est des enfants qui viennent leur essuyer les larmes. Les larmes, c'est ça. Elles viennent leur essuyer les larmes, elles restent collées aux parents. Elles savent apprécier, comment on dit? Les efforts. Des parents. Et non, il y en a, mais dis-toi, elles savent apprécier les efforts des parents. Et c'est des enfants qui ne demandent pas beaucoup. C'est ça. Ils ne demandent pas beaucoup. Le peu qu'on leur donne, là, ça leur suffit. Donc, ce qui fait qu'elles sont affectives. C'est des enfants aussi dociles. C'est des enfants dociles. Qui obéissent aux parents. Oui, et très intelligentes. On m'a dit... quand elles se retrouvent dans un groupe, généralement, on leur confie des responsabilités. Elles sont des leaders, elles portent la voix des autres. Et autour d'eux, elles arrivent à fédérer les énergies pour atteindre des missions. Je crois qu'on va... C'est un prénom très... Très, enfin, beaucoup de qualité. Oui, ça a beaucoup de qualité. C'est peut-être la prière, là. Cette prophétie dite à son encontre, c'est ça qui se... Oui, mais est-ce que toutes ces qualités font, disons, abstraction de quelques défauts qui pourraient apparaître dans la vie de Phénomène? Défauts, quand on dit quelqu'un est affective, une fille qui est affective, rester collée à son milieu, peut-être ça va être difficile qu'elles s'adaptent à d'autres milieux. Mais vu qu'elles sont des leaders du groupe, elles peuvent facilement s'adapter, mais ça dépend de comment on les reçoit. Vous savez, quand on dit nous avons connu des douleurs suite à des décès répétés d'enfants et celle-ci est venue, ça veut dire que les parents sont un peu plus attachés à cette fille-là. Donc ça veut dire quoi? Si elle vient dans votre milieu et vous ne lui envoyez pas cet attachement-là, il ne voit pas le reflet de l'affection envers elle, peut-être elle ne va pas réagir de la même manière envers vous. Donc il y a tout ça là. C'est pour ça qu'on dit chez nous, c'est ça. On agit selon le nom, le prénom qu'on porte. Moi je sais déjà ce qu'on va faire par rapport à nos invités qui parfois viennent et puis après disparaissent, il faut les chercher longtemps. On va désormais les baptiser les Phénomènes. Et vous serez le premier Phénomène désormais. Et vous restez justement avec nous, Tibus Ronkeala, vous restez avec nous, on va finir le tableau, on va finir l'émission avec vous. C'est un plaisir de vous retrouver et c'est notre manière à nous donc de vous souhaiter la bienvenue une fois encore dans votre maison. Le plaisir est partagé. Allez, on va suivre ensemble le deuxième signe zodiaque et puis après on va réserver une grosse surprise aux amis téléspectateurs qui sont restés jusqu'à ce moment. Regardez.
Donc, madame, donc ça fait ça. Hein? D'accord. Donc, on va s'appeler. Merci beaucoup. On va s'appeler. J'ai oublié. Qu'est-ce que tu Pour ma soeur. Ah, rasseyez-vous. D'accord. Elle est de quel mois? Elle est née en août. 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 Ah, elle est pour. Pour Joe. Dame Joe. Joe, oui. Il y a 2 sortes de Joe, de poux. Il y a un pour les cheveux et il y a un pour les... On les appelle pour recyclate. On ne les voit pas. Mais ça pique, ça reste dans les poils en bas là. Je ne parle pas de ça, je parle de pour qui Joe quoi. Joe, c'est un bon signe. Et donc, basoua. Et il y a un et quand il y a un et non révisé, et non da, assis avec le point. Et il y a un noviteur fini dion, et d'assist Zanzan, Zanjanaku, à tes hué, à tes louis, à tes wan debout, et ne bouge pas. C'est des femmes que je dois conseiller à mes frères de marier. Si tu as marié à une femme qui est le signe pour, tu es parti. Tu seras libre, tu ne donnes pas de l'argent de cropote, tu ne fais rien. Même si tu la traites de n'importe manière, elle va partir. Quand si tu vois les femmes chargées d'un nana sur la tête, avec un enfant au dos, comme ça, c'est eux qui se tracassent. Et ils font des tontines. Et les garçons, les maris ramassent ça et bouffent ça. Mais elle s'en fout. Sinon, dans la famille, on insulte le mari qui l'a fait naître, c'est ma soeur qui travaille. Oui, non, c'est son sort. C'est son sort. Et quand elle a fait, c'est un bon signe. Moi, si je peux avoir une femme qui est comme ça, là, vraiment, je suis content. Et parfois, ils ont de malchance pour avoir des garçons qui ne veulent rien faire. Les mariés sont toujours fainéants. Si c'est un homme, il doit marier une femme fainéante. C'est ça. Il travaille beaucoup. Tu vois, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Après tu vas m'appeler. On va régler ça. D'accord. Mais tu vas lui dire, en s'amusant comme ça, comme ça, là, il n'a qu'à éviter ça. Et quand elle a carrossé ici, pétrole. Elle a évité pétrole. Elle a évité canfo. Et si zozo. De blague taranéo, elle a évité. Elle a évité. Donc elle a évité salidi. Amanou, Jordan, mais Timono de Safi et Moeno, oui. Elle a nos restreint, fille, elle a mis des blancs moyens, blancs motins. Et quand une canflan, et une mère wedéo. Na blewa et nous nous mettons ganji et blanc fini et nous nous pas mon cram on autant et ça il n'a pas de remède, on va changer c'est un bon signe c'est un bon signe mais nous basoua nous nous posons une et merci. OK, merci, je vais vous appeler. Joy nous être aussi bien Joy nous vitons pour Sacré astrologue Pipi Obao. Et lui, il trouve déjà son intérêt. Hein? Je suis dépassée, les mots me manquent. Vous avez déjà appris qu'il y a signe zodiaque pour c'est pour la première fois. Avec l'astrologue Pipi Obao. Avec l'astrologue Pipi Obao. En plus, il est sérieux dedans. Il est très sérieux. Il a fait de longues et hautes études pour découvrir l'astrologie. Voilà, pour découvrir ces signes-là. Allez, donc là, nous avons fait exprès de vous garder par ici. Et vous avez appris, il y a quelques jours, un monument de la musique béninoise s'en est allé, Janvier de Nagan-Renfort. Je sais que vous aimez la musique de notre pays. Je sais que lui particulièrement, vous avez pris du temps de l'écouter. Qu'est-ce que cela vous inspire? Le décès de l'artiste, c'est la tristesse, c'est la désolation. Parce que quand j'étais tout petit, il y avait une émission qu'on appelait Equinox sur Radio Bénin ou bien la radio nationale. Absolument. Et pendant les jeux, là, il avait fait un morceau et on jouait. Tamonon Doucé, Assiosa Vodun Diagodo Sewa Mitome. Et mon qui sait bon qu'on a Vodun.
Donc il chantait, avec ça, un doyen animait le jeu, Justin Malheureusement, Soso. le doyen aussi Justin est parti Soso. ce matin. C'est depuis ce temps-là que je suis resté collé à ce qu'il chante parce qu'il puise dans la tradition. Quand tu l'écoutes, tu vas gagner quelque chose. Il a même chanté pour les Aladaïno. Cette chanson, c'est ça que j'utilise pour la sonnerie de mon portable. Parce que... vous savez quoi, je ne vous arrête pas. Avec la complicité de la réalisation, en exclusivité, mesdames, messieurs, nous allons vous faire écouter cette belle chanson qui fait partie du dernier album de Janvier Denagan Renfort, album qui n'a pas pu sortir, dont il n'a pas fait le clip officiellement avant de nous quitter. Je vous prie de bien écouter et puis on revient sur ce plateau. Exclusivité Tcheweno, un son que nous avons eu grâce à la complicité, à la dextérité de l'homme qu'on appelle Mathieu Sokenou. C'est un de nos collègues par ici, il est d'ailleurs le cadre du jour. Merci à vous, Mathieu Sokenou. Le titre Tcheweno, il dit... il va faire son temps avant de partir. Il va bien danser. Il va faire sa vie. Et après, il va partir. C'était prémonitoire. Oui. Il chante la sagesse, il chante la philosophie, il chante la vie. Quand vous l'écoutez, vous allez retenir quelque chose. Toujours. Je me suis dit, vous avez pris le soin d'écouter la chanson avant de l'amener sur le plateau. Parce que ça répond à ce que nous vivons. La tristesse, la douleur de son départ. Moi, j'ai toujours dit que je vais le rencontrer. Quand je suis venu dans le journalisme, j'ai cherché par toutes les manières pour le voir. Je suis allé plusieurs fois dans sa maison. Il a construit une grande maison à Porto-Novo. Je suis allé plusieurs fois. On m'a dit depuis un temps, il ne revenait pas. Oui, depuis 1997, plus précisément. Il ne revenait plus au pays. J'étais dans le truc, je le guettais. J'ai des amis journalistes à Porto-Novo. J'ai dit, mais on ne sait jamais. Dès que vous apprenez qu'il est là, j'ai même envie de prendre une photo avec lui, de l'exhiber. Parce que depuis toujours, quand vous m'appelez, c'est la morceau là qui sonne à la Daïno. Il dit à la Daïno, partout tu passes dans la Daïno, il dit partout tu passes, excusez-moi, tu as la protection de tes ancêtres, qu'un enfant n'est jamais isolé. C'est pour ça qu'il lui demande la protection de la Daïno sur lui et partout il passe. J'ai vu, il a dit beaucoup de choses. Oui, c'est un monument. Oui, c'est un monument. Je demande aux jeunes artistes d'aller à son école. Ils doivent apprendre de sa vie et faire comme lui. On n'a pas il faut arrêter d'aligner 2-3 phrases ou bien 2-3 mots. Chanson, et on répète à longueur de journée. C'est pas ça, d'aller à son école, nous avons beaucoup de choses. Et oui, le temps nous faisant défaut. Mesdames, Messieurs, Jennifer, voilà, je crois qu'on est à la fin de ce numéro de Nopiden. Paix à l'âme du disparu, beaucoup de courage à ses parents et à toute la nation béninoise parce que avoir écouté Janvier Denagan, c'est que vous avez forcément gagné quelque chose, vous avez forcément... il nous apprend même le respect des parents à travers le titre Kelebo. C'est un monument tout simplement. Mesdames, Messieurs, on va se quitter avec le titre Kinikana et nous, on vous retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut, avec toujours le même amour et la même fidélité.
c'est nous kuma wenu no c'est do we kado bonanche Semina do we adoto mai sege mbele untim ae ayoyo we Tofinu denyi dogan toka me mankanyo we bine muechage Semina do we adoto mai sege Adimina dusi bobako anawa momi dami okwela Semina do we adoto mai sege Nuno jodo me winu bukano hitanya Omi mokola Emano tukala hume ae Omi mokola Wekwe gran sinta maitana wele yonde Omi mokola Suru ejoba dala usa Omi mokola Boba ramanu de me winu Omi mokola Ayo ae Nuna meto we sia hawe no te Me fili we lelo Ye ule po we sia hawe no nyefu Yeah mi kudo we ni no Aho Isebe ovie wa Ye no me vive le po Ogonu bodo to mamo kompo Ete utuwe nuna to imo Semina do we adoto mai